Alors, maintenant c'est aussi rituel chaque mois, je vais vous présenter les dernières sorties de Contre-Culture, notre maison d'édition, dans le but d'élever la conscience citoyenne, dans le but d'essayer de faire ce que nous pouvons pour que la démocratie représentative se rapproche un peu de ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire d'une démocratie authentique, pour là faire un petit salut à Chouard, à Étienne Chouard, que je respecte et que j'aime beaucoup, honnête homme s'il en est. Voilà, donc les sorties du mois. Alors je vais commencer par humilité, par autre chose que ce dans quoi je suis impliqué. Donc je vais commencer par... nous rééditons ce petit livre de Charles Maurras, qui n'est pas que de Charles Maurras, mais c'est Charles Maurras et un autre type sous pseudonyme, Si le coup de force est possible, et qui est un livre écrit avant la Première Guerre mondiale, je crois. J'espère pas dire de bêtises, je l'ai lu, mais je brasse tellement de choses, de 1808 à 1913, je crois, et qui montre quelque chose de très intéressant, qui est très mal compris, ce qu'étaient à l'époque les monarchistes de l'Action française. Ils n'étaient pas des réactionnaires qui étaient pour la restauration et finalement la revanche haineuse contre la République, mais ils étaient, selon la pensée très intéressante de Charles Maurras, qui était une puissance, comme le disaient à l'époque les intellectuels de gauche, un type qui, par déduction, et après avoir analysé les mensonges, les contradictions et les échecs de la séquence historique républicaine de 1789 au début du XXe siècle, avait déduit, donc par une production intellectuelle, que finalement le meilleur garant de la défense de la France et du peuple de France était la monarchie catholique. Voilà. Donc il était néo-monarchiste et néo-catholique, non pas pour des raisons de croyance, car il était, je crois, agnostique, et pour des raisons de revanche, il n'était pas aristocrate, mais parce qu'il avait déduit de l'observation de la dégénérescence républicaine, dont je parle très bien dans mon chapitre sur la démocratie de marché et d'opinion dans mon livre Comprendre l'Empire, que finalement le meilleur régime pour défendre la nation française et le peuple français était la monarchie catholique. Et là, on a un bouquin de Charles Maurras qui nous rappelle qu'à l'époque, c'est-à-dire avant la guerre de 14, c'était en fait un groupe de jeunes militants et combattants qui incarnaient non pas la réaction et la biscotte sans sel et la chaisière, mais la jeunesse révolutionnaire. Hein, voilà. Donc effectivement, comme je suis un nostalgique du cercle Proudhon qui a été créé à cette époque-là, où justement les monarchistes tendaient la main aux socialistes révolutionnaires pour essayer de contrer la cooptation du mouvement ouvrier par le parlementarisme de gauche, tout ça est expliqué aussi dans mon livre Comprendre l'Empire. Il y avait aussi l'idée que les royalistes n'étaient pas forcément des bourgeois et des possédants, mais qu'ils étaient aussi pour une politique sociale qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec la doctrine sociale de l'Église, et qui intégrait des ouvriers, qui intégraient des gens de gauche. Donc il y avait une dimension révolutionnaire, profondément sociale au niveau de sa composition de classe, du mouvement monarchiste entre 1900 et 1914. Et là, petite digression qui rejoint mes analyses globales, ce rapprochement de la gauche du travail et de la droite des valeurs de l'époque incarnée par le maurassisme a été finalement exterminé et aboli par la guerre de 14 contre les Boches. Exactement comme aujourd'hui, la réconciliation nationale de la gauche du travail et de la droite des valeurs qui incarne égalité et réconciliation, et qui ressemble finalement d'une certaine manière au maurassisme de cette époque-là, sera empêchée par une guerre, la Troisième Guerre mondiale, contre un monde islamique plus ou moins sponsorisé et fantasmé. Donc on voit bien en fait que ce qui a tué d'une certaine manière la progression néo-monarchiste incarnée par les Camelots du Roi et incarnée par Charles Maurras et l'Action française a été l'union sacrée et la guerre contre les Boches qui finalement intéressait beaucoup le pouvoir, car sinon s'il n'y avait pas eu cette guerre, il y aurait peut-être eu cette union sacrée dont je rêve encore avec égalité et réconciliation, de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Ce qui fait d'ailleurs que pas mal de gens d'Action française m'aiment bien, et que certains comprennent ce que je fais, et je suis un peu les gens qui effectivement rappellent à l'Action française, qui n'ont pas toujours été un mouvement un peu dormant, d'historiens bourgeois, sympathiques et un peu fatigués, mais que ça a été un mouvement de jeunes révolutionnaires qui pensaient pouvoir prendre le pouvoir par un coup de force, parce que si le coup de force est possible est le titre du livre, hein, et qui rejoint un peu le livre de Malaparte, technique du coup d'État, où à l'époque les gens qui produisaient de la théorie politique pensaient encore qu'on pouvait faire la révolution. Et là nous sommes
l'Action française à l'époque pensait que la révolution et la révolution sociale étaient possibles. C'était pas juste des commentateurs, des historiens et des antiquaires. Hein, voilà. Ce qui c'est un peu devenu depuis, malheureusement, mais on sait pourquoi. Enfin, je veux dire, c'est des fatalités historiques. Voilà. Donc, Égalité et Réconciliation a pris la responsabilité de réimprimer de Charles Maurras, si le coup de force était possible, pour que les gens qui suivent ce qu'on fait aient une autre vision de l'Action française et comprennent aussi pourquoi, ce que c'est que la gauche du travail et la droite des valeurs, et que c'est une tradition historique française, et que effectivement ça permet effectivement de comprendre certaines sympathies, certaines mains tendues qui n'ont rien à voir avec ce que les gauchistes manipulés ou stupides appellent l'extrême droite. Voilà. Autre livre que nous publions à 18 €, là nous avons un bouquin qui fait pratiquement 500 pages, et qui est un livre qui m'a personnellement bouleversé dans ma jeunesse et qui a compté pour moi comme Les Chants de Maldoror, Illusion perdue de Balzac, La Conjuration des imbéciles de Toole, la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Enfin, voilà, il y a des livres qui ont compté pour moi, tantôt essai, tantôt fiction. Et c'est ce livre d'Otto Weininger qui s'appelle Sexe et caractère, hein, voilà, qui est très peu édité. Je le dis d'ailleurs par respect, qui était édité traditionnellement par L'Âge d'homme de M. Dimitrijevic, je crois, qui est mort récemment et qui était un Serbe de Lausanne, mais qui tend à être difficilement trouvable aujourd'hui et qui est dans le domaine public, et que nous avons réédité. Ce qui était très intéressant, deux choses sont intéressantes dans ce livre. C'est que ce livre, Sexe et caractère, en fait, est un livre qui prend le contre-pied absolu de l'idéologie pro-féministe actuelle, qui tend à nous faire croire, avec le sodomite stalinien Aragon, que la femme est l'avenir de l'homme. Otto Weininger nous démontre par un bouquin incroyablement ardu et intelligent que la femme serait plutôt un homme sans vision collective d'avenir, c'est-à-dire l'être le plus facilement manipulable par le politique, et qui nous dit bien que le génie est intrinsèquement masculin, et il ajoute même arien. Et il produit un lien incroyable entre féminité et judaïsme. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Otto Weininger est un juif autrichien qui a écrit ce livre, qui s'est suicidé à 23 ans et qui a eu le temps de produire ce livre et un autre moins connu mais secondaire entre l'âge de 20 ans et 23 ans. C'est un livre d'un génie authentique qui était sans doute un des plus doués de cette école de Vienne du début du XXe siècle, qui a vu éclore Karl Kraus, Sigmund Freud. D'ailleurs, Freud disait de lui que c'était l'être le plus brillant qu'il ait jamais connu. Donc ce Otto Weininger est incroyablement bouleversant, puisque c'est un juif antiféministe et antisémite, c'est-à-dire anti-judaïque, hein, pour des raisons philosophiques, hein, entièrement. C'est un maître en philosophie qui produit ce livre génial qui s'appelle Sexe et caractère d'Otto Weininger, un livre incroyablement subversif qui prend le contre-pied de toute l'idéologie dominante du XXe siècle, qui tend à mettre en avant comme génie a priori et systématique le juif et la femme. Lui dit que c'est la même chose et que c'est une catastrophe, que c'est une déchéance. Et c'est écrit par un juif génial. Comme je l'ai dit, les juifs géniaux sont souvent antisémites. En tout cas, ils ont déchiré le voile de la sororité tribale pour accéder à l'universel, et ils voient avec les yeux de l'universalisme grec le judaïsme talmudo-sioniste tel qu'il est, et ce n'est pas beau à voir. Comme dirait Dieudonné, j'ai vu et j'ai vomi. Et il s'est suicidé à 23 ans, après avoir écrit ce livre génial. Donc voilà, je respecte le génie juif, moi, et c'est pour ça que nous republions chez Contre-Culture pour 18 €, Sexe et caractère d'Otto Weininger. Voilà. Je vais passer au nouvel opus de notre camarade Félix Niche, qui est notre écrivain de talent maison, qui est un peu notre Léon Bloy, hein, et qui est un peu, je le dis à chaque fois, un super Nab, ce que Nab aurait pu devenir s'il avait continué à grandir après ses 18 ans, je pense au niveau de la maturation spirituelle et intellectuelle, et qui vaut effectivement, comme les autres, 10 €. Alors maintenant, Félix, chez nous, a vraiment une clientèle, les gens qu'on a acheté un achètent les autres, donc ces 10 €, ce sont des plaquettes de textes de combat incroyablement bien écrits, drôles et pertinents, car il est vraiment de Félix Nietzsche et d'un... C'est Soral qui aurait le temps d'écrire, alors que j'ai plus le temps, hein, voilà. Il vient du trotskisme d'ailleurs, Félix, comme quoi on peut en venir et en sortir. Et ce livre s'appelle Arabesque, et en fait, c'est par des petits textes courts, humoristiques et sans concession, un livre qui vous permet de comprendre la complexité aujourd'hui de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, ses manipulations, ses contradictions, etc. etc. Donc il y a deux manières de comprendre la complexité du monde musulman. dont De Gaulle disait le monde complexe et compliqué, voilà. Il ne faut surtout pas tomber dans le simplisme d'extrême droite ou la manipulation
que je ne qualifierais pas, pour pas employer des termes d'avant-guerre, des mots composés d'avant-guerre. Si vous voulez comprendre la complexité du monde musulman et de ce qui se joue en ce moment, les manipulations, etc., vous lisez Arabesque de Félix Niche. C'est un bon complément à mes analyses sur l'islamo-racaille, l'islamo-sionisme, les frères musulmans, le djihadisme, Al-Qaïda, etc. Ce sont des textes courts, drôles, incroyablement bien écrits. Ceux qui ont déjà lu les autres opus de Félix savent que je ne survends pas Félix en disant que c'est vraiment un écrivain de premier. C'est un virtuose, et avec une formation intellectuelle et politique qui lui permet d'être virtuose et sur le plan du style et sur le plan de l'analyse de fond. Donc voilà, pour 10 €, continuez à lire Félix Niche et lisez ce nouvel opus qui s'appelle Arabesque. Voilà. Maintenant, je vais passer à des choses dans lesquelles je suis un peu plus impliqué. C'est pour ça que par élégance, je finis par là. Donc il y a pour commencer la bande dessinée que j'ai écrite, c'est-à-dire j'ai écrit l'histoire, c'est pour ça qu'elle est excellente, et que Dieudonné dialogue, c'est pour ça que les dialogues sont très drôles, et que Zéon dessine, c'est pour ça que c'est très bien dessiné, qui fait déjà un carton, parce que effectivement on ose faire à ce que faisait Villemin à l'époque où Choron tenait encore la baraque de Harakiri et de Charlie Hebdo. Je pense qu'on est les dignes héritiers de Raoul Teigneux contre les Druzes ou de Ramon Lopez, poète et martyr. Voilà, cette BD s'appelle Yacht People. On mettra une petite photo pour montrer qu'on a des lecteurs assez inattendus, mais inattendus pour ceux qui n'ont pas tout compris, mais pas pour moi. Et alors c'est le premier tome, c'est une BD en 2 tomes. C'est la première partie, donc vous comprendrez l'histoire dans sa totalité quand vous lirez le deuxième tome qui sortira en avril. Ce premier tome nous permet de financer le second, car une bande dessinée, c'est du plein temps pendant des mois et des mois pour un dessinateur. Et malheureusement, c'est comme ça que nous finançons la seconde partie, c'est par la première. Et en plus, là, il y a déjà 42 pages. La deuxième partie fera au moins autant, ce qui fait qu'à la fin, nous aurons une BD en 2 tomes qui fera plus de 80 pages. Donc c'est un prix qui est un peu supérieur au prix de la BD moyenne, mais c'est pareil, c'est quelque chose, nous sommes dans une économie d'échelle qui ne nous permet pas d'avoir les prix de Dargaud, etc. Ça vaut 20 €, et c'est quand même, vous avez pour 20 € Dieudonné, Zéon et Soral ensemble. Et pour ceux qui sont venus à la dédicace à la Main d'Or l'autre jour, on a battu le record de la longueur de quenelle. Voilà, ça marche déjà très bien. On est très content parce que c'est nous qui l'éditons. C'est une coédition de Dieudonné et de moi, c'est-à-dire des éditions de La Plume et de Contre-Culture. Et c'est aussi un exemple qu'on montre sur on peut faire de la subversion de la politique par d'autres moyens, notamment par les BD. Et surtout, n'attendons rien du système. Cette BD a été refusée par tous les éditeurs à qui j'ai présenté le pitch. Et finalement, nous l'éditons nous-mêmes et nous avons déjà fait ce qui est considéré comme un petit succès dans le monde de la bande dessinée, et nous ne faisons que commencer. Voilà. Et je vous dis que la deuxième partie sera... la première partie s'appelle Quenelle en haute mer, et la deuxième s'appelle Au-dessus c'est le soleil, et vous verrez que ça va crescendo dans l'horreur. Hein, voilà. Donc... après avoir montré cette création dont je suis partie prenante, je vais montrer 2 autres œuvres dont je suis le créateur unique, parce que je fais mon autopromotion comme Bernard-Henri Lévy, finalement, c'est mon maître. Voilà, à un moment donné, quand vous n'avez pas le système avec vous, ou que vous n'avez aucun talent, c'est la solution. Il faut vous autoproduire, voilà. Donc après, c'est à vous de voir qui n'a aucun talent et qui a le système contre lui, de Bernard-Henri Lévy et de moi. Je vous laisse en discuter. Donc, j'ai sorti, pour m'amuser, mais pas seulement pour m'amuser, quelque chose qui en étonne certains, qui ne connaissent pas ma vie privée, qui s'appelle « Initiation à la boxe française, la leçon du père Soral ». En boxe française, on a la région d'avant. En kickboxing, on change de garde à chaque fois. On fait ça et ça. C'est plus puissant, on perd de temps. Alors pour ceux qui pensent que j'ai pas le niveau ou pas les moyens de donner une leçon d'initiation à la boxe française, qui regardent le DVD et ils vont être surpris. Ils verront que c'est tout à fait dans mes compétences. Je suis instructeur fédéral de boxe anglaise, gant d'argent de boxe française depuis le début des années 80, et je pratique ce sport à haut niveau sur le plan technique, et surtout étant excellent pédagogue, comme vous pouvez vous en rendre compte, je fais là une initiation à la boxe française authentique et traditionnelle, qu'on appelle aussi la savate, car beaucoup de gens mélangent tout aujourd'hui, où on voit les vrais enchaînements et les vraies techniques de boxe française traditionnelle, telles que l'a sauvée et perpétuée après-guerre, le maître de mon maître et le père de mon maître, qui était Roger Lafont. On mettra le lien avec l'excellente vidéo de 1964 pour voir ce que c'était que les arts martiaux français.
Au départ, un axiome. Le sport le plus rapide étant l'escrime, privé de ses armes épée ou sabre, l'escrimeur le plus habile ne sait rien faire pour se défendre à moins qu'on ne lui apprenne à se servir de ses mains et de ses pieds. D'où d'abord la canne. Disons, si vous voulez, que la canne est au combattant ce que les gammes sont aux pianistes, un exercice de virtuosité et de souplesse qui fait acquérir une technique aussi précise qu'efficace. De la canne au bâton, il n'y a qu'un pas franchi par M. Lafont avec cet instrument de son invention, car l'auteur de la méthode s'appelle Roger Lafont. Roger Lafont, dont le principe essentiel est de réunir en un sport unique escrime, boxe anglaise, boxe française et ce qu'on appelle désormais self-défense. Boxe française traditionnelle qui a été sauvée de l'oubli par d'abord Roger Lafont puis Jean Lafont, chez qui je m'entraîne depuis 1978 et qui a sans doute une des plus vieilles salles de boxe française de France et de Navarre. Donc j'ai fait ce petit DVD pour m'amuser, mais aussi parce que je ne veux pas que se perdre cet art martial français qui incarne le génie français dans le domaine du sport pied-point et qui n'est pas à opposer aux autres, Muay Thai ou choses comme ça, mais pour bien montrer que nous avons, notre tradition de sport de combat pied-point et que c'est un sport, quand il est bien pratiqué, incroyablement efficace par sa vitesse de combinaison et d'enchaînement, et qui est respecté dans le monde entier. Marseille, on the Mediterranean coast, is France's oldest city. It may not look it, but it's also one of its toughest. Violent street fights have been a part of life here for centuries. And it's no surprise that this city helped create one of the most respected martial arts in the world, Savate. Like American boxing, matches are won by either knockout or points. But Savate can be a heck of a lot more violent than regular boxing. Oh, nice right. I noticed in Savate, they throw about as many punches as they do kicks, which is different because in American kickboxing, usually you'll start with your hands and you'll finish with a kick. Here, if they're throwing 20, 30 punches around, they're throwing at least 20, 30 kicks around. Et finalement, alors qu'aujourd'hui, notre police, je crois, nos services spéciaux s'entraînent au Krav Maga. Ce qui prouve bien une déchéance, une soumission. Voilà, on n'a pas besoin de Krav Maga. Nous avons en France la boxe française, le panaché, des choses qui étaient typiquement françaises et qui pouvaient en remonter à la terre entière. Voilà. Et vous verrez Alain Soral en collant moulant noir donner une leçon complète de boxe française avec d'abord l'échauffement, les gestes de base, pieds et poings, puis les enchaînements typiques. C'est un truc amusant, c'est un collector, et c'est aussi pour montrer que je ne suis pas un intellectuel typique, je ne suis pas un prétentieux à lunettes comme Emmanuel Todd, je suis un intellectuel complet. Je veux bien être comparé à Platon qui pratiquait la philosophie et le pugilat, ou même comparé à Mishima. J'espère que je n'aurai pas la même fin tragique, mais il y a un lien. Voilà. La méthode du père Soral, leçon complète d'initiation à la boxe française, par mes soins. Voilà. Et maintenant, le petit dernier, qui lui sort en librairie et qui est une coédition des Éditions Blanches, mon éditeur historique qui me suit et que je suis d'ailleurs depuis 1994, un vrai exemple de fidélité éditoriale. Je ne cherche pas à aller chez Gallimard dès que je vends 3 livres comme certains, je n'ai rien à foutre du prestige des éditeurs. Spengler édite de l'érotique et moi, c'est mon ami, il a toujours défendu tous mes livres sans jamais rien amputer de leur contenu, très courageusement, et je suis très content que la dernière fois... avec Comprendre l'Empire, il est fait un gros succès d'édition. Et là, nous coéditons ensemble, donc Édition Blanche et Contre-Culture, ce livre qui s'appelle Chroniques d'avant-guerre, qui est la compilation de toutes mes chroniques de Flash, journal qui n'a jamais eu plus de 2800 abonnés et qui a disparu, mais qui a existé entre 2008 et 2011, où je tenais un espèce d'anti-bloc-notes, pour faire référence encore à mon grand ami Botul, futur ambassadeur en Libye, et responsable de centaines de milliers de morts et aux mains couvertes de sang. Je tenais donc un bloc-notes dans ce canard. C'est plus d'une 60aine de chroniques. Ça fait
Ça fait 280 pages. Et ce qui est marrant, c'est que c'est non pas abécédaire comme les abécédaires, ce sont des textes courts comme mon abécédaire, mais c'est chronologique. Et on voit effectivement mon commentaire au jour le jour de ce qui se passe en France et dans le monde entre 2008 et 2011. On voit que quand j'ai raison, parfois quand je me trompe un peu aussi. Il y a un style très enlevé, vous le verrez. C'est un bouquin surtout que j'ai écrit en même temps que Comprendre l'Empire, et c'est le complément journalistico-pamphlétaire de Comprendre l'Empire. Donc pour ceux qui ont aimé Comprendre l'Empire, qu'ils lisent Chroniques d'avant-guerre, chez Blanche et Contre-Culture. Donc celui-là, vous le trouverez en librairie. On a même une assez bonne mise en place. Il sort, je crois, le 18 octobre. Et il vaut 16 €. Voilà, 16 € pour 280 pages. Bonne lecture à tous. Vive l'insoumission et la contre-culture. Au mois prochain. En 1964 pour voir ce que c'était que les arts martiaux français. Au départ, un axiome. Le sport le plus rapide étant l'escrime, privé de ses armes épée ou sabre, l'escrimeur le plus habile ne sait rien faire pour se défendre à moins qu'on ne lui apprenne à se servir de ses mains et de ses pieds. D'où d'abord la canne. Disons, si vous voulez, que la canne est au combattant ce que les gammes sont aux pianistes, un exercice de virtuosité et de souplesse qui fait acquérir une technique aussi précise qu'efficace. De la canne au bâton, il n'y a qu'un pas franchi par M. Lafont avec cet instrument de son invention. Car l'auteur de la méthode s'appelle Roger Lafont. Roger Lafont, dont le principe essentiel est de réunir en un sport unique escrime, boxe anglaise, boxe française et ce qu'on appelle désormais self-défense. Boxe française traditionnelle qui a été sauvée de l'oubli par d'abord Roger Lafont puis Jean Lafont, chez qui je m'entraîne depuis 1978 et qui a sans doute une des plus vieilles salles de boxe française de France et de Navarre. Donc j'ai fait ce petit DVD pour m'amuser, mais aussi parce que je ne veux pas que se perdre cet art martial français qui incarne le génie français dans le domaine du sport pied-point et qui n'est pas à opposer aux autres, Muay Thai ou choses comme ça, mais pour bien montrer que nous avons, notre tradition de sport de combat pied-point et que c'est un sport, quand il est bien pratiqué, incroyablement efficace par sa vitesse de combinaison et d'enchaînement, et qui est respecté dans le monde entier. Marseille, on the Mediterranean coast, is France's oldest city. It may not look it, but it's also one of its toughest. Violent street fights have been a part of life here for centuries. And it's no surprise that this city helped create one of the most respected martial arts in the world, Savate. Like American boxing, matches are won by either knockout or points. But Savate can be a heck of a lot more violent than regular boxing. Oh, nice right. I noticed in Savate, they throw about as many punches as they do kicks, which is different because in American kickboxing, usually you'll start with your hands and you'll finish with a kick. Here, if they're throwing 20, 30 punches around, they're throwing at least 20, 30 kicks around. Et finalement, alors qu'aujourd'hui, notre police, je crois, et nos services spéciaux s'entraînent au Krav Maga. Ce qui prouve bien une déchéance, une soumission. Voilà, on n'a pas besoin de Krav Maga. Nous avons en France la boxe française, le panaché, des choses qui étaient typiquement françaises et qui pouvaient en remonter à la terre entière. Voilà. Et vous verrez Alain Soral en collant moulant noir donner une leçon complète de boxe française avec d'abord l'échauffement, les gestes de base pieds et poings, puis les enchaînements typiques. C'est un truc amusant, c'est un collector et c'est aussi pour montrer que je ne suis pas un intellectuel typique. Je ne suis pas un prétentieux à lunettes comme Emmanuel Todd, je suis un intellectuel complet. Je veux bien être comparé à Platon qui pratiquait la philosophie et le pugilat, ou même comparé à Mishima. J'espère que je n'aurai pas la même fin tragique, mais il y a un lien. Voilà. La méthode du père Soral, leçon complète de boxe française, d'initiation à la boxe française, par
Alors, maintenant c'est aussi rituel chaque mois, je vais vous présenter les dernières sorties de Contre-Culture, notre maison d'édition, dans le but d'élever la conscience citoyenne, dans le but d'essayer de faire ce que nous pouvons pour que la démocratie représentative se rapproche un peu de ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire d'une démocratie authentique, pour là faire un petit salut à Étienne Chouard, que je respecte et que j'aime beaucoup, honnête homme s'il en est. Voilà, donc les sorties du mois. Alors je vais commencer par humilité, par autre chose que ce dans quoi je suis impliqué. Donc je vais commencer par... nous rééditons ce petit livre de Charles Maurras, qui n'est pas que de Charles Maurras, mais c'est Charles Maurras et un autre type sous pseudonyme, Si le coup de force est possible, et qui est un livre écrit avant la Première Guerre mondiale, je crois. J'espère pas dire de bêtises, je l'ai lu, mais je brasse tellement de choses, de 1808 à 1913, je crois, et qui montre quelque chose de très intéressant, qui est très mal compris, ce qu'étaient à l'époque les monarchistes de l'Action française. Ils n'étaient pas des réactionnaires qui étaient pour la restauration et finalement la revanche haineuse contre la République, mais ils étaient, selon la pensée très intéressante de Charles Maurras, qui était une puissance, comme le disaient à l'époque les intellectuels de gauche, un type qui, par déduction, et après avoir analysé les mensonges, les contradictions et les échecs de la séquence historique républicaine de 1789 au début du XXe siècle, avait déduit, donc par une production intellectuelle, que finalement le meilleur garant de la défense de la France et du peuple de France était la monarchie catholique. Voilà. Donc il était néo-monarchiste et néo-catholique, non pas pour des raisons de croyance, car il était, je crois, agnostique, et pour des raisons de revanche, il n'était pas aristocrate, mais parce qu'il avait déduit de l'observation de la dégénérescence républicaine, dont je parle très bien dans mon chapitre sur la démocratie de marché et d'opinion dans mon livre Comprendre l'Empire, que finalement le meilleur régime pour défendre la nation française et le peuple français était la monarchie catholique. Et là, on a un bouquin de Charles Maurras qui nous rappelle qu'à l'époque, c'est-à-dire avant la guerre de 14, c'était en fait un groupe de jeunes militants et combattants qui incarnaient non pas la réaction et la biscotte sans sel et la chaisière, mais la jeunesse révolutionnaire. Hein, voilà. Donc effectivement, comme je suis un nostalgique du cercle Proudhon qui a été créé à cette époque-là, où justement les monarchistes tendaient la main aux socialistes révolutionnaires pour essayer de contrer la cooptation du mouvement ouvrier par le parlementarisme de gauche, tout ça est expliqué aussi dans mon livre Comprendre l'Empire. Il y avait aussi l'idée que les royalistes n'étaient pas forcément des bourgeois et des possédants, mais qu'ils étaient aussi pour une politique sociale qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec la doctrine sociale de l'Église, et qui intégrait des ouvriers, qui intégraient des gens de gauche. Donc il y avait une dimension révolutionnaire, profondément sociale au niveau de sa composition de classe, du mouvement monarchiste entre 1900 et 1914. Et là, petite digression qui rejoint mes analyses globales, ce rapprochement de la gauche du travail et de la droite des valeurs de l'époque incarnée par le maurassisme a été finalement exterminé et aboli par la guerre de 14 contre les Boches. Exactement comme aujourd'hui, la réconciliation nationale de la gauche du travail et de la droite des valeurs qui incarne égalité et réconciliation. Il fait déjà un carton, parce que effectivement, on ose faire à la limite ce que faisait Villemin à l'époque où Choron tenait encore la baraque de Harakiri et de Charlie Hebdo. Je pense qu'on est les dignes héritiers de Raoul Teigneux contre les Druzes ou de Ramon Lopez, poète et martyr. Voilà, cette BD s'appelle Yacht People. On mettra une petite photo pour montrer qu'on a des lecteurs assez inattendus, mais inattendus pour ceux qui n'ont pas tout compris, mais pas pour moi. Et alors c'est le premier tome, c'est une BD en 2 tomes. C'est la première partie, donc vous comprendrez l'histoire dans sa totalité quand vous lirez le 2e tome qui sortira en avril. Ce premier tome nous permet de financer le second, car dessiner, une bande dessinée, c'est du plein temps pendant des mois et des mois pour un dessinateur. Et malheureusement, c'est comme ça que nous finançons la seconde partie, c'est par la première. Et en plus, là, il y a déjà 42 pages. La deuxième partie fera au moins autant, ce qui fait qu'à la fin, nous aurons une BD en 2 tomes qui fera plus de 80 pages. Donc c'est un prix qui est un peu supérieur au prix de la BD moyenne, mais c'est pareil, c'est quelque chose, nous sommes dans une économie d'échelle qui ne nous permet pas d'avoir les prix de Dargaud, etc. Ça vaut 20 €, et c'est quand même, vous avez pour 20 €, Dieudonné, Zéon et Soral ensemble. Et pour ceux qui sont venus à la dédicace à la Main d'Or l'autre jour, on a battu le record de la longueur de quenelle. Voilà, ça marche déjà très bien.
On est très content parce que c'est nous qui l'éditons. C'est une coédition de Dieudonné et de moi, c'est-à-dire des éditions de La Plume et de Contre-Culture. Et c'est aussi un exemple qu'on montre sur on peut faire de la subversion de la politique par d'autres moyens, notamment par les BD. Et surtout, n'attendons rien du système. Cette BD a été refusée par tous les éditeurs à qui j'ai présenté le pitch. Et finalement, nous l'éditons nous-mêmes et nous avons déjà fait ce qui est considéré comme un petit succès dans le monde de la bande dessinée. Et nous ne faisons que commencer. Voilà. Et je vous dis que la deuxième partie sera... la première partie s'appelle Quenelle en haute mer et la deuxième s'appelle Au-dessus c'est le soleil. Et vous verrez que ça va crescendo dans l'horreur. Hein, voilà. Donc... après avoir montré cette création dont je suis partie prenante, je vais montrer 2 autres œuvres dont je suis le créateur unique, parce que je fais mon autopromotion comme Bernard-Henri Lévy, hein, finalement, c'est mon maître. Hein. Voilà, à un moment donné, quand vous n'avez pas le système avec vous, ou que vous n'avez aucun talent, c'est la solution. Il faut vous autoproduire, voilà. Donc après, c'est à vous de voir qui n'a aucun talent et qui a le système contre lui de Bernard-Henri Lévy et de moi. Je vous laisse en discuter. Donc, j'ai sorti, pour m'amuser, mais pas seulement pour m'amuser, quelque chose qui en étonne certains, qui ne connaissent pas ma vie privée, qui s'appelle « Initiation à la boxe française, la leçon du père Soral ». En français, on a un genre d'avant. En kickboxing, on change de garde à chaque fois. On fait ça et ça. C'est plus puissant, on perd de temps. Alors pour ceux qui pensent que j'ai pas le niveau ou pas les moyens de donner une leçon d'initiation à la boxe française, eh ben qui regardent le DVD et ils vont être surpris. Ils verront que c'est tout à fait dans mes compétences. Je suis instructeur fédéral de boxe anglaise, gant d'argent de boxe française depuis le début des années 80, et je pratique ce sport à haut niveau sur le plan technique, et surtout étant excellent pédagogue, comme vous pouvez vous en rendre compte, je fais là une initiation à la boxe française authentique et traditionnelle, qu'on appelle aussi la savate, car beaucoup de gens mélangent tout aujourd'hui, où on voit les vrais enchaînements et les vraies techniques de boxe française traditionnelle, telles que l'a sauvée et perpétuée après-guerre, le maître de mon maître et le père de mon maître, qui était Roger Lafont. On mettra le lien avec l'excellente vidéo de Sion, et qui ressemble finalement d'une certaine manière au maurassisme de cette époque-là, sera empêché par une guerre, la Troisième Guerre mondiale, contre un monde islamique plus ou moins sponsorisé et fantasmé. Donc on voit bien en fait que ce qui a tué d'une certaine manière la progression néo-monarchiste incarnée par les Camelots du Roi et incarnée par Charles Maurras et l'Action française, a été l'union sacrée et la guerre contre les Boches qui finalement intéressait beaucoup le pouvoir, car sinon s'il n'y avait pas eu cette guerre, il y aurait peut-être eu cette union sacrée dont je rêve encore avec Égalité et Réconciliation, de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Ce qui fait d'ailleurs que pas mal de gens d'Action française m'aiment bien, et que certains comprennent ce que je fais. Et je suis un peu les gens qui, effectivement, rappellent à l'Action française, qui n'ont pas toujours été un mouvement un peu dormant, d'historiens bourgeois, sympathiques et un peu fatigués, mais que ça a été un mouvement de jeunes révolutionnaires qui pensaient pouvoir prendre le pouvoir par un coup de force, parce que si le coup de force est possible est le titre du livre, hein, et qui rejoint un peu le livre de Malaparte, technique du coup d'État, où à l'époque, les gens qui produisaient de la théorie politique pensaient encore qu'on pouvait faire la révolution. Et là, nous sommes l'Action française à l'époque pensait que la révolution et la révolution sociale étaient possibles. C'était pas juste des commentateurs, des historiens et des antiquaires. Hein, voilà. Ce qui c'est un peu devenu depuis, malheureusement, mais on sait pourquoi. Enfin, je veux dire, c'est des fatalités historiques. Voilà. Donc, Égalité et Réconciliation a pris la responsabilité de réimprimer de Charles Maurras, si le coup de force était possible, pour que les gens qui suivent ce qu'on fait aient une autre vision de l'Action française et comprennent aussi ce que c'est que la gauche du travail et la droite des valeurs, et que c'est une tradition historique française, et que effectivement ça permet effectivement de comprendre certaines sympathies, certaines mains tendues qui n'ont rien à voir avec ce que les gauchistes manipulés ou stupides appellent l'extrême droite. Voilà. Autre livre que nous publions à 18 €. Là, nous avons un bouquin qui fait pratiquement 500 pages et qui est un livre qui m'a personnellement bouleversé dans ma jeunesse et qui a compté pour moi comme Les Chants de Maldoror, Illusion perdue de Balzac, La Conjuration des imbéciles de Toul, la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Enfin, voilà, il y a des livres qui ont compté pour moi, tantôt essai, tantôt fiction. Et c'est ce livre d'Otto Weininger
qui s'appelle Sexe et caractère, voilà, qui est très peu édité, je le dis d'ailleurs par respect, qui était édité traditionnellement par l'Âge d'homme de M. Dimitrijevic, je crois, qui est mort récemment et qui était un Serbe de Lausanne, mais qui tend à être difficilement trouvable aujourd'hui et qui est dans le domaine public, et que nous avons réédité. Ce qui était très intéressant, deux choses sont intéressantes dans ce livre. C'est que ce livre Sexe et caractère, en fait, est un livre qui prend le contre-pied absolu de l'idéologie pro-féministe actuelle, qui tend à nous faire croire, avec le sodomite stalinien Aragon, que la femme est l'avenir de l'homme. Otto Weininger nous démontre par un bouquin incroyablement ardu et intelligent que la femme serait plutôt un homme sans vision collective d'avenir, c'est-à-dire l'être le plus facilement manipulable par le politique, et qui nous dit bien que le génie est intrinsèquement masculin, et il ajoute même arien. Et il produit un lien incroyable entre féminité et judaïsme. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Otto Weininger est un juif autrichien qui a écrit ce livre, qui s'est suicidé à 23 ans et qui a eu le temps de produire ce livre et un autre moins connu mais secondaire entre l'âge de 20 ans et 23 ans. C'est un livre d'un génie authentique qui était sans doute un des plus doués de cette école de Vienne du début du XXe siècle, qui a vu éclore Karl Kraus, Sigmund Freud. D'ailleurs, Freud disait de lui que c'était l'être le plus brillant qu'il ait jamais connu. Donc ce Otto Weininger est incroyablement bouleversant puisque c'est un juif antiféministe et antisémite, c'est-à-dire anti-judaïque, pour des raisons philosophiques, entièrement. C'est un maître en philosophie qui produit ce livre génial qui s'appelle Sexe et caractère d'Otto Weininger, un livre incroyablement subversif qui prend le contre-pied de toute l'idéologie dominante du XXe siècle, qui tend à mettre en avant comme génie a priori et systématique le juif et la femme. Lui, il dit que c'est la même chose et que c'est une catastrophe, que c'est une déchéance. Et c'est écrit par un juif génial. Comme je l'ai dit, les juifs géniaux sont souvent antisémites. En tout cas, ils ont déchiré le voile de la sororité tribale pour accéder à l'universel, et ils voient avec les yeux de l'universalisme grec le judaïsme talmudo-sioniste tel qu'il est. Et ce n'est pas beau à voir. Comme dirait Dieudonné, j'ai vu et j'ai vomi. Et il s'est suicidé à 23 ans, après avoir écrit ce livre génial. Donc voilà, je respecte le génie juif, moi, et c'est pour ça que nous republions chez Contre-Culture pour 18 €, Sexe et caractère d'Otto Weininger. Voilà. Je vais passer au nouvel opus de notre camarade Félix Nisch, qui est notre écrivain de talent maison, qui est un peu notre Léon Bloy, et qui est un peu, je le dis à chaque fois, un super Nab, ce que Nab aurait pu devenir s'il avait continué à grandir après ses 18 ans, je pense au niveau de la maturation spirituelle et intellectuelle, et qui vaut effectivement, comme les autres, 10 €. Alors maintenant, Félix, chez nous, a vraiment une clientèle, les gens qu'on a acheté un achètent les autres, donc ces 10 €, ce sont des plaquettes de textes de combat incroyablement bien écrits, drôles et pertinents, car il est vraiment de Félix Nisch et d'un... C'est Soral qui aurait le temps d'écrire, alors que j'ai plus le temps, voilà. Il vient du trotskisme d'ailleurs, Félix, comme quoi on peut en venir et en sortir. Et ce livre s'appelle Arabesque, et en fait, c'est par des petits textes courts, humoristiques et sans concession, un livre qui vous permet de comprendre la complexité aujourd'hui de ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, ses manipulations, ses contradictions, etc. etc. Donc il y a deux manières de comprendre la complexité du monde musulman, dont De Gaulle disait le monde complexe et compliqué, voilà. Il ne faut surtout pas tomber dans le simplisme d'extrême droite ou la manipulation que je ne qualifierais pas, pour pas employer des termes d'avant-guerre, des mots composés d'avant-guerre. Si vous voulez comprendre la complexité du monde musulman et de ce qui se joue en ce moment, les manipulations, etc., vous lisez Arabesque de Félix Nisch. C'est un bon complément à mes analyses sur l'islamo-racaille, l'islamo-sionisme, les frères musulmans, le djihadisme, Al-Qaïda, etc. Ce sont des textes courts, drôles, incroyablement bien écrits. Ceux qui ont déjà lu les autres opus de Félix savent que je ne survends pas Félix en disant que c'est vraiment un écrivain de premier... C'est un virtuose, et avec une formation intellectuelle et politique qui lui permet d'être virtuose et sur le plan du style et sur le plan de l'analyse de fond. Donc voilà, pour 10 €, continuez à lire Félix Nisch et lisez ce nouvel opus qui s'appelle Arabesque. Voilà. Maintenant, je vais passer à des choses dans lesquelles je suis un peu plus impliqué. C'est pour ça que par élégance, je finis par là. Donc il y a pour commencer la bande dessinée que j'ai écrite, c'est-à-dire j'ai écrit l'histoire, c'est pour ça qu'elle est excellente, et que Dieudonné dialogue, c'est pour ça que les dialogues sont très drôles, et que Zéon dessine, c'est pour ça que c'est très bien dessiné,